Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. Le chantier de la protection sociale au Maroc, pierre angulaire d'une vision royale jetant les bases d'un Maroc plus juste, plus équitable et plus inclusif. 5 ans après le lancement de ce chantier d'envergure, près de 11,5 millions de citoyens bénéficient de cette couverture vitale, un chantier de Rennes qui constitue l'un des piliers de la consolidation de l'État social. Demain, grande affiche pour la finale de la CAN féminine 2024. Les Lionnes de l'Atlas croiseront le fer au stade olympique de Rabat face aux redoutables joueuses du Nigeria. Les Lionnes de l'Atlas seront à cœur de glaner le titre pour le grand bonheur du public, avide d'un sacre à domicile. Nous en parlerons ce soir avec Amir Rad, journaliste sportif. Et puis en fin de journal, nous ferons une immersion dans l'ambiance festive d'un événement haut en couleur et chargé de messages de paix et de bon vivre ensemble. La 17e édition du Festival international des enfants de la paix. Un rendez-vous qui réunit cette année 550 enfants issus de 25 pays. C'est un grand chantier, fruit d'une vision royale stratégique visant à consolider l'État social au Maroc. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire, tout un processus social né dans la foulée de la crise du Covid-19. La mise en place de ce système de santé vise à offrir une couverture médicale à l'ensemble des citoyens afin de garantir un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire national. 5 ans après le lancement de ce chantier d'envergure, près de 11,5 millions de citoyens bénéficient de cette couverture vitale. Sofia Fgroud et Kautara Boutir. Une révolution tranquille, entamée il y a 5 ans. Le Maroc inaugurait alors le chantier de la protection sociale. L'un de ses piliers, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Notre souci a toujours été que la dynamique de développement économique soit articulée à la promotion du secteur social, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Aussi, avons-nous appelé à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. C'est ainsi que Sarah, 6 ans, s'est retrouvée mieux armée pour combattre la maladie. Aujourd'hui, elle est presque en rémission. Grâce à l'assurance maladie obligatoire, elle a pu bénéficier d'examens pointus et de soins au CHU de Marrakech. Après une opération et une biopsie, nous avons découvert qu'elle avait un cancer. Je ne l'avais pas accepté au début, d'autant plus que nous n'avions aucune assurance. Alors mon mari a vite souscrit à l'AMO. Des agents m'ont accompagné jusque dans les procédures de l'hôpital. Ils m'ont fourni des informations ainsi que la carte Amo Tadamoun. L'histoire de Sarah est également celle de milliers d'autres au Maroc, dont les frais de traitement ont été couverts, que ce soit dans les hôpitaux publics ou dans les cliniques privées. Le médecin m'a dit que j'avais une tumeur et que je devais être opérée. Je n'accordais pas d'importance à l'AMO. Même si je m'étais inscrite le premier jour, je ne cotisais plus. Mais après avoir découvert ma maladie, j'ai vite mis ma situation à jour et j'ai pu être opérée dans cette clinique privée. Les frais sont réduits. En réponse à l'appel de Sa Majesté le Roi pour généraliser l'assurance maladie, dont l'AMO Tadamoun, toutes les cliniques privées, dont la nôtre, ont entamé un partenariat pour concrétiser ce chantier royal. Latefa a sa 3e séance de dialyse cette semaine. Âgée de 55 ans, elle a travaillé pendant de longues années, sans carte professionnelle ni registre de commerce. Latefa fait partie des 3,5 millions d'adhérents dans la catégorie des travailleurs non salariés. Je remercie Sa Majesté le Roi. Sans l'AMO, je n'aurais pas pu faire de dialyse. Ça coûte très cher. J'ai souffert avant d'arriver à ce centre.
Avec l'assurance maladie obligatoire, ce ne sont pas seulement des chiffres de bénéficiaires qui se multiplient, ce sont aussi des procédures simplifiées et des catégories sociales défavorisées qui ont accès aux traitements et aux soins médicaux. Le rôle des mutuelles de santé ne se limite pas au fait de financer des soins de santé aux adhérents. Elles devraient aussi faire en sorte que les non-adhérents accèdent aussi aux soins. De ce fait, la CNOPS organise souvent des campagnes médicales, dont une qui a eu lieu dans les provinces du Sud et qui a profité à environ 22 000 personnes. 5 années après le lancement de la généralisation de l'assurance maladie, près de 11,5 millions de citoyens bénéficient du régime de l'assurance maladie de base pour les personnes incapables de s'acquitter des cotisations, la Tadamon. Mais au-delà des chiffres, ce sont des histoires de personnes qui se voient offrir une nouvelle vie grâce aux soins de santé, fruit d'une vision royale qui place l'humain au cœur des actions. On enchaîne avec cette information qui concerne le secteur des télécommunications. Le déploiement de la 5G au Maroc impliquera un investissement de 80 milliards dirhams. C'est ce qui ressort d'une réunion à Rabat du conseil d'administration de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, présidée par le chef du gouvernement. D'ici 2025, plusieurs villes seront couvertes en 5G. L'objectif est de toucher près de 85% de la population à l'horizon 2030. Maroc-Vietnam, les perspectives de coopération entre les deux pays au cœur des entretiens entre le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam en visite dans le Royaume. Il est accompagné d'une délégation de haut niveau. Les deux hommes n'ont pas manqué d'afficher leur volonté de développer des partenariats économiques et d'insuffler une réelle dynamique à l'investissement de part et d'autre. Le Maroc étant considéré comme une plateforme d'investissement vers le continent africain et le Vietnam, un trait d'union entre le Royaume et l'Asie du Sud-Est. La visite au Maroc du président de l'Assemblée nationale du Vietnam a été également l'occasion pour M. Tran Tan Man de rencontrer les présidents des deux chambres. Les entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Taleb El Alami, ont été marqués par la signature d'une convention de coopération en vue de renforcer les relations parlementaires et consolider les liens d'amitié et de coopération multidimensionnelle entre les deux institutions législatives. La convention prévoit la mise en place par les deux parties d'un mécanisme régulier d'échange des informations sur les activités législatives et parlementaires ainsi que la création de mécanismes de renforcement des capacités dans les domaines de la législation et du contrôle et de la gestion administrative et financière. Nous le disions au titre, demain, grande fête du football féminin. La finale de la CAN féminine 2024 opposera les Lions de l'Atlas aux Aigles du Nigeria. Les Lions de l'Atlas sont à 24 heures du sacre. En effet, Rizan Shebek et ses coéquipières croiseront le fer face à une redoutable équipe du Nigeria. La mission ne sera pas de tout repos devant des Nigérianes en quête d'un 10e sacre. Elles tenteront surtout de prendre leur revanche sur l'équipe du Maroc qui les avait éliminées en demi-finale lors de l'édition précédente. Les Lions de l'Atlas auront à cœur de glaner un titre pour le grand bonheur du public, avide d'un sacre à domicile. L'arbitre namibienne Antsino dirigera la rencontre prévue au stade olympique de Rabat demain à 21h. Et pour nous en parler, depuis Mohamedia, Amin Rad, journaliste sportif. Amin, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de m'accueillir. Alors, les Lions de l'Atlas, nous le disions, visent le titre continental pour leur deuxième finale à la CAN et après de très bons duels, notamment face au Ghana. Quelles seront les chances demain face à une équipe du Nigeria, nous le disions, en quête de son 10e sacre? La bataille sera dure. Bien sûr, c'est une bataille qui s'annonce très très dure pour les Lions de l'Atlas face à une équipe qui privilégie le jeu physique et l'efficacité.
c'est surtout la bataille de deux philosophies, bien sûr, celle de la technicité et du jeu collectif marocain face au jeu, comme je le disais, physique et efficace des Nigériennes. Mais le Maroc, bien sûr, a plusieurs atouts. Il joue à domicile et bien sûr, il y a le soutien inconditionnel du public. Et cette équipe marocaine a montré beaucoup d'abnégation tout au long de la compétition. Elle a gagné face à des équipes physiques aussi qui préconisent un jeu physique, comme ce fut le cas lors de la demi-finale face au Ghana. Elle a très très bien géré, malgré la domination des Ghanéennes. Cette équipe marocaine est parvenue à prendre le dessus grâce à un mental de fer et bien sûr grâce au soutien du public. Les Marocaines aussi pourront compter sur plusieurs éléments cadres de l'équipe, à commencer bien sûr par la capitaine Rizlan Chibek, par Nouhaila Benzina qui monte en puissance et qui montre à chaque fois qu'elle est la vraie patronne de la ligne défensive de cette équipe nationale. Et bien sûr, ces Marocaines pourront exploiter la rapidité sur les transitions pour pouvoir déborder sur les ailes pour déstabiliser la ligne défensive du Nigeria. Alors, même si cette équipe nigérienne a aussi beaucoup de qualités avec des joueuses. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Alors justement, Emerad, les coéquipières de Rizlan Chibek se sont beaucoup dépensées tout au long du tournoi. Elles ont fourni de gros efforts pour atteindre ce stade de la compétition. Elles ont été très combattantes. Les protégées de Jorge Vilda doivent-elles se méfier de cette équipe du Nigeria? Et vous le disiez à l'instant, au jeu très physique et rodé à ce genre de compétition. Il faut dire que l'absence de Fatima Tagnaout se fera-t-elle sentir sur le terrain? Bien sûr, c'est une joueuse cadre, c'est une joueuse rapide qui fait la différence lorsqu'elle rentre sur le terrain. Mais je pense que le sélectionneur national, Jorge Vilda, a plusieurs clés en main pour pouvoir remplacer, si on peut dire, Tagnaout, qui a Sana Seoudi, qui a aussi montré de belles choses lors des matchs précédents, comme lors des matchs de quart de finale ou en demi-finale. C'est une joueuse capable de dynamiser la ligne d'attaque. C'est une joueuse rapide qui fait des appels de balles, qui est capable de prendre la balle de dos. Et donc, c'est une joueuse qui est capable de prendre la place de Fatima Tagnaout. Et bien sûr, le match se jouera sur la ligne médiane, sur le milieu de terrain. Si une des équipes arrive à gagner, bien sûr, le Maroc devra se focaliser sur ce point. Gagner le milieu de terrain pour pouvoir mettre un bloc à l'équipe nigérienne et la déstabiliser. Parce que les Nigériens vont vraiment entamer la rencontre en dominant la balle, en essayant de se créer des occasions pour pouvoir atteindre les cages de Khadija Michi très rapidement et inscrire un but qui pourra surprendre cette équipe marocaine et la mettre en retrait. C'est une chose que nous avons vue lors de la demi-finale face au Ghana. Mais je pense que le sélectionneur national va entamer cette rencontre avec une nouvelle philosophie, un nouveau schéma tactique pour pouvoir d'ailleurs contrer cette philosophie des Nigériens. Alors, Emirad, quand on arrive à ce stade de la compétition, il faut dire que les chances sont égales. Jorge Vilda, d'ailleurs le sélectionneur national, compte sur l'état d'esprit combatif de ses joueuses, vous venez de le dire. L'aspect mental reste la clé du succès, a-t-il déclaré après le match face au Ghana. Elles sont prêtes à se battre pour le titre, a-t-il ajouté. Et une autre question que je vous poserai, vous me donnerez votre pronostic. Bien sûr, l'équipe a gagné en maturité au cours des dernières années. Elle a été finaliste en 2022 de la CAN, elle a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette équipe, elle a de la maturité, elle a un mental de gagnant, capable d'aller très loin. Et je pense qu'elles l'ont prouvé tout au long de la compétition. Elles ne lâchent rien, c'est des joueuses qui ont faim, qui vont chercher la victoire, qui ne lâchent rien. Donc, je pense qu'elles sont capables de créer la surprise, même si le défi de taille, parce que c'est l'équipe nigérienne qui est 9 fois championne d'Afrique, qui est habituée au grand rendez-vous, habituée au final, habituée à la gestion et à la pression. Mais je pense que les Marocaines ont très très bien saisi le fait de jouer à domicile et que c'est un atout de plus que de disputer la rencontre face à leur public. Et je pense que ça jouera c'est quelque chose qui va jouer lors de cette rencontre, lors de cette finale. Alors, pour le pronostic, je pense que 2-1 ça sera très très bien pour l'équipe nationale. Et on espère que cette équipe arrivera enfin à gagner cette CAN après l'avoir raté en 2022 pour
D'ailleurs, pour prouver que le Maroc est sur la bonne voie dans le développement du football féminin et que c'est devenu une grande puissance sur le plan continental au niveau de cette discipline. Alors, Emirad, on croise les doigts plutôt, et nous souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas. Je rappelle, le match de demain est programmé à 21h au stade olympique de Rabat. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Mohammedia. Direction Gaza, où la malnutrition fait des ravages suite au blocus humanitaire imposé par Israël dans les territoires palestiniens assiégés. Des organisations humanitaires alertent sur une flambée de la malnutrition infantile. Un quart des enfants âgés de 6 mois à 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes examinées la semaine dernière souffrent de malnutrition. C'est ce qu'indique l'organisation Médecins sans frontières dans un communiqué. L'utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre par les autorités israéliennes à Gaza a atteint des niveaux sans précédent. Les patients et les professionnels de santé souffrant eux-mêmes de la faim, dénoncent l'ONG. Dans ce contexte critique et alarmant, le président français a annoncé hier soir une reconnaissance solennelle d'un État palestinien prochainement. Cette annonce a été faite à quelques jours d'une réunion de niveau ministériel sur le sujet et avec en ligne de mire l'Assemblée générale de l'ONU en septembre à New York, en marge de laquelle la France espère la tenue d'un sommet. Retour chez nous et cette note d'espoir que nous livrent des enfants de différents horizons dans un monde miné par les guerres et les violences. Ces jeunes ont fait le déplacement à Rabat et Salé pour transmettre des valeurs de paix et de bon vivre ensemble dans le cadre du Festival international des enfants de la paix. Une 17e édition qui réunit cette année 550 enfants issus de 25 pays. Organisé sous la présidence d'honneur de son Altesse royale la princesse Leila Meriem, l'événement vise également à promouvoir l'échange et le dialogue entre les peuples. Amin Ammouri, Boujma El-Hfaoui et Zakaria Moqinbillah. Vêtus de costumes traditionnels, ces enfants issus de différents pays dévoilent toute l'authenticité et la richesse de leur culture locale. Avec leur enthousiasme et leur sourire communicatif, ces jeunes cherchent à transmettre un message de paix et d'espoir dans un monde malmené par les violences et les guerres. Le Festival international des enfants de la paix, c'est plus qu'un événement festif, une vraie tribune. On est invité d'honneur. Et on a commencé à visiter le Maroc, c'est très très joli. On a pu voir les différentes cultures, les différents habits et parler avec les autres pays, c'était très bien. Je suis libérien et puis j'aime la danse. On est venu avec notre groupe pour participer au festival. Puis on est heureux d'être là. We're here to represent Russia at this festival. Nous représentons la Russie dans ce festival. C'est une belle opportunité d'être présent aux côtés d'enfants d'autres pays. J'espère que notre prestation se déroulera bien. Chorégraphie traditionnelle, défilés et spectacles sont au programme de ce festival. La France est l'invité d'honneur de cette 17e édition. Il y aura plusieurs activités durant cette édition. La plus marquante sera l'appel à la paix proclamé à partir du Parlement marocain, en plus de la désignation des ambassadeurs de la paix. À cela s'ajoutent des activités pour faire connaître les traditions et les coutumes marocaines. 9 jours durant, 550 enfants de 25 pays seront au cœur des performances, exprimant leur joie et leur appel à la paix à travers des expressions artistiques variées. Une belle illustration de la diplomatie parallèle et une opportunité de créer des ponts entre des enfants de tous bords. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt.